5, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Wouh! Bienvenue dans l'aventure Arctic Sun. Le 29 octobre à 16h, nous levons l'ancre direction le Panama pour une navigation prévue de 40 jours contre les vents et courants dominants. Alors Loïc, on s'éclate ? On s'éclate. C'est le nettoyage des moustaches. Dernière étape pour faire la traversée du Panama le plus rapidement possible. On va voir ça. Non, mais on fait en dinghy parce que y a des requins. Bye bye Nukuiva. Bye bye Nukuiva. Bye bye Marquise. Et bonjour. Nous partons tribord à mur, le cœur léger, non sans émotion, avec la sensation d'être prêt pour affronter cet océan qui n'est apparemment pas si pacifique que son nom le laisse l'imaginer. Loïc a la meilleure job. Ah, ça prend La sieste. Ça prend 3-4 heures à faire ça. Faut rester comme ça. C'est un travail intense. Éreintant. D'accord, on réalise pas. Un capitaine, on réalise? Non, on s'en va ici à côté en fait. On ne sait pas encore. On va juste enlever là. C'est ce qui était marqué dans le contrat. C'est chouette, hein? C'est quand même beau. Cacahuètes. Sur fond de musique polynésienne, nous profitons d'un coucher de soleil magnifique sur Nukuiva. Les dauphins nous accompagnent et restent un beau moment avec nous. Quel spectacle! C'est fou! Ils nous font des petits sauts, ils nous envoient à la nageoire. Soudain, après seulement 16 000 nautiques parcourus, l'alarme de température du moteur se met en marche, indiquant un dysfonctionnement. L'eau de refroidissement sort à 120 degrés. Nous ouvrons le compartiment moteur et là, surprise, la courroie de distribution est rompue. Embêtant pour un premier jour de traversée. Nous décidons de ne pas poursuivre notre route avant d'avoir réparé. Direction la baie de Taipei, à 2 heures de notre position actuelle, pour y passer la nuit. Que d'aventures inattendues en ce début de périple. Dans le milieu de la voile, il est connu que partir un vendredi n'apporte pas la chance. C'est effectivement un faux départ pour nous. Nous finissons donc par nous ancrer dans la baie après de multiples virements de bord. Axel et Loïc s'attaquent au problème le soir même et changent la courroie. Le reste du travail sera fait demain aux petites heures du matin. On se retrouve la tête dans le moteur. Génial. 6 heures après le départ. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est la voile. Le lendemain, nous levons l'ancre aux alentours de 10 heures du matin. Cette fois c'est vrai. Pas de dauphin pour nous accompagner, mais un bon vent régulier de 20 nœuds plein est. Nukuiva s'éloigne tranquillement. Une journée calme en apparence, mais détrompez-vous. Pourquoi on monte à trinquette, Loïc? Parce qu'ils vendent trop. Parce qu'ils vendent trop. C'est une 2, là on est à 12, donc on va voir, on est encore un petit peu dans la ville de Taipei, alors on va voir.
nous assistons à d'impressionnants regroupements d'oiseaux. Fous de bassan, frégates et sternes survolent les zones de chasse. Des thons blancs et thons jaunes sautent de tous les côtés, faisant évidemment la joie de Victor, notre jeune pêcheur à bord de Vénus. De ligne de traîne, 2 touches plus tard, le fil de la canne se déroule à toute allure. Nous commençons par 2 leurres cassées, mais Victor n'abandonne pas. Nous remettons rapidement 2 nouveaux appâts à l'eau, et quelques minutes plus tard, de nouveau, ça mord. Nous sortons un thon blanc d'environ 8 kg et une carangue arc-en-ciel d'un poids similaire. Nous aurions pu passer toute l'après-midi à sortir du poisson, mais le frigidaire, déjà bien rempli, n'aurait pas été assez grand. Le travail ne s'arrête pas là. Saigner, vider le poisson, enlever la peau, lever les filets représente pas mal de travail. Le ceviche du souper est une récompense bien méritée. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On arrive à quelques centaines de mètres de l'équateur, puis pile à midi, On n'est même pas tout seul là. il y a un cargo. Alors, ici Victor reporter. Nous sommes avec un bateau devant nous, à midi, voyez-vous, et l'équipage s'excite. On est à l'équateur. On s'approche de l'équateur. Et là, c'est un bateau. C'est carrément dingue. C'est fou, hein? On a changé d'hémisphère. Notre traversée de l'océan Pacifique depuis les Marquises vers le Panama se poursuit. Nous sommes le 14 novembre. Cela fait 17 jours que nous sommes en navigation et nous avons déjà parcouru plus de 2000 milles nautiques. Salut à tous. On est à 5 degrés et à 30 minutes nord, 130 degrés ouest. Ça va vers l'est. Journée un petit peu venteuse comme vous pourrez sûrement entendre. On oscille entre les 15 et les 25 nœuds. On va 2 grains. On s'allume à travers les grains. Hop là, Le départ des Marquises vers le nord fut difficile. Notre progression était lente contre les courants et les vents, nous empêchant de faire cap dans la bonne direction. Certains jours, nous progressions seulement à une vitesse de 2 nœuds malgré des vents favorables à 15 nœuds. C'est l'allure d'une petite marche du dimanche. Comme toujours, la voile nous apprend la patience. Puis enfin, nous atteignons notre objectif, notre Graal, cette précieuse zone de contre-courant qui nous aidera à progresser vers l'est tout au long de la traversée. Et en fait, tout l'enjeu, c'est d'être suffisamment sud pour pouvoir prendre les vents des alizés et d'être suffisamment nord pour pouvoir être dans le contre-courant. L'objectif est de rester dans cette zone, tribord à mur, pendant toute la durée de la traversée jusqu'au Panama. Il faut composer avec les éléments car au nord, le courant est favorable, mais les vents sont chaotiques à cause de l'ITCZ, la zone de convergence intertropicale. Alors qu'au sud, les vents sont plus réguliers, mais le courant est défavorable. Après une ou deux belles journées à bien avancer, à plus de 6 nœuds, entre 2 nuages de pluie, on n'a pas de vent, puis on se fait brasser par les vagues, puis on sent un peu plus de toile, puis là, 5 minutes après, petit bain de vent, puis on dit bon, pourquoi est-ce qu'on a sorti en toile que ça? C'est vraiment au même moment qu'on
qu'on est en train de dire qu'on va diminuer un peu la voilure, mais là, hop, ça remeurt. Puis, on se retourne à se faire balader. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer à l'intérieur de cette enclave flottante au milieu du Pacifique? Les journées se déroulent au rythme du soleil, en commençant par les bronzettes sur le pont, où on en profite pour se pratiquer à la navigation au sextant, essayer les différentes méthodes, méridienne, droite de hauteur, etc. La technique s'affine petit à petit pour arriver à une précision de moins de 5000 nautiques de la position attendue. La pêche, la couture et réciter des fables font aussi partie des distractions. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort debout quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de cheesesteak ou de vermisseau. Elle alla crier famille chez le fou de passant, sa voisine. Journée pluie. Victor lit un livre sur les roues. Bienvenue dans le cours d'initiation à la couture sur Vénus. Mais aussi l'aquarelle, les parties de cartes et la fabrication du pain. Les nuits sont quant à elles rythmées par les quarts de nuit, car non, on ne peut pas décider de jeter l'ancre pour se reposer par 4000 mètres de profondeur en plein milieu du Pacifique. Le voilier ne s'arrête jamais. Il faut être fidèle au poste 24 heures sur 24. Salut Loïc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais pendant tes quarts de nuit? Oui, la nuit, on essaie de pas trop allumer les lumières pour garder un petit peu de vision quand c'est possible. Il y en a qui écoutent des films quand même. Quand je suis inspiré, ça m'arrive même d'écrire des petites choses dans mon carnet. Là, genre, aujourd'hui, il a fait beau et on a mangé du poisson. Les quarts de nuit consistent donc en un temps de vigie pendant lesquels nous devons repérer les bateaux à proximité. Mais aussi important, les zones de grain. Zones de dépression localisées avec pluie provoquant un changement de force et de direction du vent qui nécessite parfois d'adapter la voilure. Le radar nous apporte une aide précieuse pour ce dernier paramètre, puisqu'il localise les zones d'humidité. Les quarts de nuit restent un moment d'écoute privilégié de son environnement, de la nature qui nous entoure. L'ambiance change beaucoup. On peut encore plus tomber dans notre tête, je trouve, puis dans ses pensées. Ça, j'aime bien ça. Qu'est-ce qu'on mange ce midi les enfants? Du carpaccio. Ça va être bon? Maï. Délicieux. Ça va? Ce soir, nous avons un invité surprise. Baptiste le fou brun arrivait maladroitement comme un boulet de canon à l'arrière du bateau. Euh, 21e jour de mer. C'est la tempête qui est de nouveau avec nous. Il y a pas mal de vagues. Pas mal de vent aussi. Ça va être comme ça pendant 2 jours. Ça va s'empirer un petit peu en fait.
les yeux, tu vas voir. Salut à tous, 27e journée en mer, Transpac. Qu'est-ce qu'on voit? Ouais, les dauphins. Salut à tous, 1er décembre, on change de mois, 32e jour en mer de cette Transpac et nous voici au golfe du Panama. On est en train de sortir le spi. Parce que y a pas de vent. Et que le moteur, c'est bien 5 minutes. Nous sommes en navigation depuis 32 jours sur l'océan Pacifique à bord de Vénus. Déjà, nous commençons à apercevoir des porte-conteneurs qui eux aussi se dirigent vers le canal de Panama. Le soir, de grands nuages sombres et des éclairs illuminent le ciel et les traînées de bioluminescence tracées par les dauphins nous émerveillent une fois de plus. C'est une des régions du monde où il y a le plus de foudre qui tombe et aussi c'est quand même reconnu à cause des déchets. Et voilà, donc ce matin on avait des gobelets, des bouteilles d'eau, mais aussi des troncs d'arbres. On est passé à une dizaine de mètres d'un tronc d'arbre. Les déchets nous offrent une triste distraction et se font de plus en plus fréquents. Certains déchets servent parfois de perchoir aux oiseaux côtiers. Alors, 4e jour de navigation à Transpac. On vient de quitter les Marquises. Et puis on arrive demain au Panama en principe. Donc ça a été une traversée un petit peu rapide, mais c'est pas grave. Après les blagues du capitaine, nous en profitons pour faire quelques travaux de maintenance bien mérités pour nos winches après ces 34 jours d'embrun et d'éclaboussures par l'eau salée. C'est pas fini, mais c'était crasseux. Le winch, c'était pas très pratique, il tournait dans les deux sens. L'important, c'est de pas trop en mettre pour pas que ça s'encrasse. Chill. C'est la première fois en ce temps. Il pleut, bergère, rentre tes mains, mouton. Le golfe du Panama est reconnu pour sa météo instable avec beaucoup de zones sans vent et ses forts courants qui tournent en sens anti-horaire. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, le chemin le plus court n'est pas le plus rapide car il nous faut justement contourner une grande zone dépourvue de vent et nous éloigner des courants contraires. Nous contournons donc cette zone en direction de l'archipel de Las Perlas. C'est un ensemble d'îles basses couvertes de végétation et de bandes de sable fin. Je sens une présence derrière moi. Si Victor sent une présence, niveau météo, nous pouvons sentir que l'air est bien chargé et qu'un grain peut se former à tout moment. Toujours à la voile, malgré le peu de vent, nous approchons de l'archipel de Las Perlas. La baignade est obligatoire. C'est la première fois que l'on se baigne depuis le début de la traversée. Et voilà, les petits amis. Nous découvrons avec amusement la vie qui s'est développée sur la coque d'un seul côté. Des algues et des pousse-pieds par centaines. Puis, nous repartons vers notre destination, slalomant entre les îles. Joyeux anniversaire!
tous, 34e jour de la traversée vers le Panama. Panama qui est là. Bon, derniers instants sous voile. Et en fait, de l'autre côté, on a pas mal de cargos, je pense qu'on les voit. Voilà, donc les derniers instants avec les voiles hautes. Là, on va enrouler le génois, puis on va rafaler la voile, puis on va commencer à se diriger vers le Panama en moteur. Voilà, voilà. Au loin, les gratte-ciels de Panama City se dessinent peu à peu. Nous naviguons entre des centaines de cargos qui font la file, attendant leur tour pour le passage du canal de Panama. Quelles sont tes premières impressions? C'est beau, c'est contrasté. Après 34 jours de navigation, c'est le cœur léger, une certaine fierté et des souvenirs plein la tête que nous arrivons à notre destination. Salut à tous. Voilà, c'est fini. T'as vu? Ouais. Viens avec moi. Le pont des Amériques en vue, un bateau de la Marina vient à notre rencontre pour nous indiquer comment procéder pour les démarches d'entrée au Panama. C'est seulement le lendemain que nous pourrons poser pied sur le continent américain. En attendant, c'est l'heure de fêter notre arrivée. Après une traversée de l'océan Pacifique en 34 jours, nous sommes aujourd'hui aux portes du canal du Panama, dans la baie d'El Amador devant la ville de Panama. Ce canal, qui relie l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, est une construction mythique, chef-d'œuvre d'ingénierie et une démonstration de la puissance occidentale du début du XXe siècle. Nous vous emmenons avec nous pour vivre l'expérience du passage du canal de Panama. C'est sûr qu'une traversée de 34 jours en plein milieu du Pacifique, ça permet de tester le bateau. On a eu une petite fuite dans le grand hublot. C'est quoi que tu nous fais là Là, je suis Après une navigation comme celle que nous venons d'effectuer, la liste des tâches et réparations s'est quelque peu agrandie. De l'étanchéité du hublot au lavage des filtres du désalinisateur en passant par le grattage de la coque, il nous reste peu de temps pour profiter d'une petite escapade dans les terres.
Avec les démarches administratives, le passage du canal prend plusieurs jours car il est découpé en plusieurs étapes. Une d'entre elles, c'est de faire venir un inspecteur à bord du bateau. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici à la Playita, c'est là où on est. Et en fait, on s'ancre, on met, je ne sais pas si vous voyez ici, mais on a le pavillon du Panama ainsi que le pavillon jaune de quarantaine. Et en fait, ce qu'on attend, c'est l'inspecteur. Il va venir à bord, il va inspecter le bateau pour valider comme quoi Vénus est apte à traverser le canal. Ensuite, la récupération des amarres et le paiement du droit de passage d'un peu moins de 3 000 $ pour franchir le canal. Salut à tous, là les préparatifs pour le passage du canal du Panama. Ça veut dire aller chercher les parbattes et les amarres pour demain. C'est un départ pourquoi Loïc? Départ, se préparer au canal de Panama. Et puis finalement, il y a l'embarcation du pilote. Le pilote sera à bord tout au long du passage pour nous guider à travers les écluses et nous expliquer les différentes manœuvres à effectuer. Pour le passage, il y a plusieurs exigences à respecter. Il faut que le bateau soit en état de traverser avec une vitesse minimale de 5 nœuds au moteur, car le canal se traverse 100% au moteur. Un minimum de 5 personnes doivent être à bord, le capitaine plus 4 équipiers aptes à s'occuper des amarres. Et puis, il faut 8 grosses parbattes et 4 grosses amarres. Si tu ne les as pas, tu peux en louer, c'est ce que nous avons fait. Mais revenons au canal du Panama. Ce ne sont pas moins de 6 écluses que nous allons devoir franchir. Les 3 premières nous élèvent jusqu'à la hauteur d'eau du lac Gatun, à 26 mètres au-dessus du niveau du Pacifique, tandis que les 3 dernières nous abaissent à la hauteur de l'océan Atlantique. Il est 5h du matin, 4h45. On est en train d'attendre le pilote pour qu'il embarque. Puis voilà, le passage commence. On va aller voir le mur, comment faire. Mais en pratique, comment ça se passe dans une écluse? Nous allons avoir la compagnie d'un cargo et d'un remorqueur. Dans les 3 premières écluses, le cargo hongkongais prend place en premier, puis c'est au tour du remorqueur du canal de s'amarrer contre le mur, avant qu'à notre tour nous prenions place, solidement amarrés à ce remorqueur. Les portes se referment et le niveau d'eau commence à monter, jusqu'au niveau de la prochaine écluse, puis les portes s'ouvrent et nous quittons l'écluse après le cargo et le remorqueur. Puis on recommence dans la seconde écluse et ainsi de suite. Alors voilà, ça fait de drôles de sensations. Ça fait 9 mois qu'on attend ce moment de passer le canal du Panama. Ça veut dire laisser en arrière le Pacifique, mais comme une écluse, c'est la porte de devant qui s'ouvre, direction l'Atlantique, direction l'inconnu, direction le Québec. Là, on s'est fait dépasser par un bateau. Rien d'extraordinaire, hein, juste un quatre-mâts. Ça fait 4 heures qu'on est dans le canal, vraiment. Ça fait 8 heures qu'on est dans le processus. Après une trentaine de kilomètres parcourus à travers les écluses et la jungle luxuriante entourant le canal, nous arrivons sur le lac Gatun qui est un lac artificiel et s'étend sur une distance de 33 km. On est dans le lac artificiel, on est à la bouée. Voilà. Et, donc on a passé les écluses ce matin, puis en fait demain on passe les écluses côté Atlantique.
Inaugurée en 1914, l'histoire du canal est une épopée. Après que l'idée de relier les deux océans ait germé dans la tête du roi espagnol Charles V au XVIe siècle, ce sont les Français qui commencent la construction. En 1881, c'est Ferdinand de Lesseps, de par son expérience dans la construction du canal de Suez, qui est chargé du projet. Mais la jungle panaméenne n'est pas le désert égyptien. Les glissements de terrain, les inondations et les conditions sanitaires sont un défi de taille. La fièvre jaune et la malaria déciment les populations de travailleurs et causent l'arrêt du chantier en 1889 à la suite du décès de plus de 20 000 ouvriers. Ce sont ensuite les Américains qui reprennent le chantier en 1903 et tirent les leçons de la mauvaise expérience européenne. La construction se poursuivit et l'inauguration eut lieu en 1914. Mais c'est finalement le 31 décembre 1999 que le canal est restitué aux Panaméens, mettant fin à 85 ans de colonialisme américain. Ben voilà, on est parti pour le dernier set d'écluses de ce canal de Panama. Voici prêt pour la première écluse. On a des voisins voilà, collés serrés. Salut à tous, donc nous voici dans la dernière écluse. Là-bas c'est l'Atlantique, ici on a toujours le même cargo. Les portes de la dernière écluse s'ouvrent enfin sur la mer des Caraïbes, laissant apparaître le pont de l'Atlantique, inauguré en 2019, dernier pont construit au-dessus du canal du Panama. Voici côté Atlantique, là c'est la dernière écluse. Nous poursuivons notre route après cette étape étonnante du passage du canal de Panama. L'histoire de sa construction nous apprend que la persévérance est l'ingrédient indispensable pour l'homme qui cherche à dompter la nature. C'est une toute nouvelle étape qui commence, là encore contre les vents des courants. Nous nous préparons à rejoindre les Antilles et plus exactement la Guadeloupe. Si vous pensez que ce sera facile après ce périple de 34 jours à travers l'océan Pacifique, détrompez-vous car la mer des Caraïbes nous réserve bien des surprises. Si vous avez aimé cet épisode, que vous souhaitez nous soutenir dans notre projet, n'hésitez pas à aimer nos vidéos et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre notre périple. À bientôt dans le prochain épisode.